Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être venus assister à ce débat sur la situation au Karabakh. Je m'appelle Grégory Raiko, je suis en charge de la rubrique internationale aux médias The Conversation France, qui est partenaire du Forum mondial Normandie pour la paix. Et j'aurai le plaisir et le privilège de modérer aujourd'hui cette discussion. Cette discussion qui porte donc sur le Haut-Karabakh et pas exactement sur la dénomination du débat tel qu'il a été présenté initialement dans le programme, puisque initialement il était question des enjeux culturels d'un conflit qui dure. On va aborder aussi ce sujet, mais l'actualité est venue bouleverser ce programme, puisque, comme vous le savez tous, il y a 10 jours, l'Azerbaïdjan est passé à l'attaque et, en une attaque fulgurante, a réussi à vaincre la République du Haut-Karabakh, qui a déposé les armes et a annoncé sa dissolution. Alors, comment en est-on arrivé là? Quelle est la situation aujourd'hui au Karabakh? Quel est l'avenir prévisible du Haut-Karabakh et aussi de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan? Quels sont les jeux que jouent les puissances régionales, la Turquie, la Russie, l'Iran, plus lointaines aussi, les Occidentaux, peut-être les puissances asiatiques? Alors, pour discuter de toutes ces questions, nous avons aujourd'hui un panel de 4 spécialistes de la région que je vais vous présenter. Ensuite, je leur passerai la parole à chacun pour un propos liminaire de quelques minutes. Puis, il y aura une discussion entre nos 4 intervenants. Et à la fin, une grosse vingtaine de minutes de questions-réponses avec la salle. Donc, n'hésitez pas au fur et à mesure à noter déjà des questions. On vous demandera de les poser brièvement à la fin de la discussion. Donc, nous sommes avec Taline Termination, historienne, qui enseigne donc à l'Institut national des langues et civilisations orientales, l'INALCO. Vous êtes d'ailleurs directrice de l'Observatoire des États post-soviétiques, auteur de nombreux ouvrages consacrés à l'Arménie, à l'espace post-soviétique, et même plus largement, puisque sort tout récemment sur l'échiquier du grand jeu, consacré à 200 ans du grand jeu joué par les grandes puissances internationales au Caucase et en Asie centrale. Régis Janté, vous êtes journaliste indépendant, vous êtes basé depuis 2002, sauf erreur, à Tbilissi, capitale de la Géorgie. Vous suivez tout particulièrement l'actualité du Caucase, mais aussi de l'ensemble de l'espace post-soviétique, et vous rentrez à peine de Yerevan, la capitale arménienne. Anita Kachetourava, vous êtes chercheuse à l'Université libre de Bruxelles, vous êtes spécialiste du Haut-Karabakh, c'est le sujet de votre thèse et vous avez effectué des longs séjours sur le terrain. Et enfin, Gazmi Nassian, vous êtes journaliste au Monde, enseignant à Sciences Po, auteur aussi de nombreux ouvrages, notamment tout récemment Les Sentiers de la Victoire. Peut-on encore gagner une guerre? Eh bien, nous allons immédiatement passer la parole à Taline Termination pour une première question très simple. Est-ce que vous pouvez, Taline... Ah, excusez-moi, juste un instant, on avait le Forum Normandie, l'indice du Forum Normandie pour la paix que nous voulions vous présenter rapidement. On va peut-être avoir... Voilà. Juste un mot sur ces 2 pays. Comme vous le savez peut-être, le Forum Normandie a établi un indice Normandie qui permet de classer les pays selon les risques de conflit. Ça porte sur 137 pays. Et sur ces 137 pays, l'Arménie est en 27e position, c'est-à-dire que c'est le 27e pays le plus à risque de guerre, sachant qu'on a l'Afghanistan en première place. L'Azerbaïdjan en 70e position, sachant que l'indice a été établi avant septembre 2023 et donc avant l'attaque de l'Azerbaïdjan sur le Haut-Karabakh. Vous pourrez retrouver cet indice et le classement total sur le site du Forum mondial Normandie pour la paix. Donc, à l'intermination, une question très simple. Est-ce que vous pouvez, en quelques minutes, expliquer ce que c'est que le Haut-Karabakh, d'où ça vient? 3000 ans de présence arménienne dans cette région, une région qui est passée par de nombreux royaumes et empires. Comment en est-on arrivé au moins jusqu'en 2020, puis Régis Janté prendra la suite. Bon, alors ça va être très difficile de faire une présentation rapide et pédagogique. Je pense qu'on apportera des compléments au fur et à mesure, mais comme je vois que nous avons ici un très large public de jeunes et de lycéens, je vais tâcher de prendre ma casquette de professeur d'histoire. Je sais d'ailleurs que vous êtes accompagné par vos propres professeurs d'histoire et j'imagine que ces questions vous intéressent, surtout si vous avez choisi la fameuse triplette avec la géopolitique, l'histoire, etc. Donc, effectivement, voilà une question qui peut vous intéresser, que vous aurez peut-être que vous pourrez mentionner en exemple dans les dissertations qu'on vous demandera de faire pour le bac ou ce genre de choses. Donc c'est un conflit qui éclate
dans le Caucase Sud, dans une ancienne marge de l'Union soviétique qui s'est écroulée en 1991, comme vous le savez, et dans une zone donc à haute conflictualité, comme on l'a vu sur le schéma que vous avez montré tout à l'heure. Le Haut-Karabakh, pour aller vite, est donc une région qui est majoritairement arménienne depuis des centaines d'années, mais cette région a évolué dans une marge de l'Empire russe et de l'Empire perse qui était à la place de l'Iran avant, et de l'Empire ottoman qui était à la place de la Turquie encore au début du XXe siècle. Et a été une zone où donc les populations arméniennes ont autrefois vécu avec des proportions évidemment variées, aux côtés d'une population qu'on appelait la population tatare et qui était les ancêtres de ceux qui sont devenus en 1918-1920 les Azerbaïdjanais. Alors, et dans cette région, comme dans d'autres régions du Caucase, dans cette dans cette marge impériale, les relations interethniques entre Arméniens et Tatars, qui sont des frères ou des cousins des Turcs, étaient des relations souvent conflictuelles, avec de très graves, de très graves affrontements interethniques, notamment au début du XXe siècle, avec ce qu'on appelle les guerres arméno-tatares de 1904-1905. Alors bon, c'est presque impossible de décrire en 2 minutes l'histoire entière de cette région du Haut-Karabakh, mais pour aller vite, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Géorgie sont venues indépendantes, des républiques indépendantes, pour la première fois en 1918. En 1920, ces républiques indépendantes ont perdu leur indépendance et sont devenues des républiques soviétiques. Et donc, dans ce contexte-là, à une époque où, vous le savez, les bolcheviks ont pris le pouvoir à Moscou, il y a un dirigeant bolchevique destiné à devenir très illustre, puisqu'il va devenir le dirigeant de l'Union soviétique lui-même, originaire de cette région du Caucase. Je nomme Staline. Staline, à l'époque, en 1920-21, n'est pas encore arrivé au fait de sa gloire, mais il a déjà reçu un poste de responsable aux nationalités. Parce qu'il est géorgien et parce qu'il n'est pas russe, on lui donne la capacité à arbitrer les nombreux problèmes nationaux du Caucase. Donc il a ce poste de commissaire aux nationalités. Commissaire, attention, ce n'est pas un commissaire de police, c'est un ministre aux nationalités. Et alors, pour aller, disons, encore plus vite, pour tout un tas de raisons, les bolcheviks, qui, à cette époque, ont besoin d'avoir des relations correctes avec l'État voisin, qui est la Turquie qui elle-même a fait sa propre révolution, entre guillemets, et a vu l'établissement au pouvoir d'un monsieur qui s'appelle Mustafa Kemal et qui va donc lui aussi mettre en branle dans son pays une espèce de révolution qui va mener à la création de la Turquie moderne. Bref, les bolcheviks et les Turcs ont besoin de s'entendre. Et sur le dos, si vous voulez, de cette entente, un certain nombre d'arbitrages ont été faits pour les républiques qui viennent d'être soviétisées et incorporées à l'Union soviétique, donc pour la Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Comme l'Azerbaïdjan est l'ami, enfin est censé être quand même proche des Turcs, les soviétiques, et donc Staline a opérer un certain nombre d'arbitrages en créant cette situation qui, quand même, vous en conviendrez, semble quand même un peu absurde, c'est-à-dire créant effectivement ce grand Azerbaïdjan, une petite Arménie, bon, je passe sur les détails, et donc faisant un cadeau sur les exigences, encore une fois, de la Turquie, c'est-à-dire que l'Azerbaïdjan est en 2 parties, vous le voyez, il y a l'Azerbaïdjan, et puis de l'autre côté, proche de l'Iran et de la Turquie, une république autonome du Nakhitchevan. C'était autrefois une région, elle aussi arménienne. Elle a été donnée
par Staline donc à l'Azerbaïdjan. Et cette région, autrefois arménienne, est évidemment aujourd'hui totalement azérie. Et puis alors l'autre aberration, donc cette Nakhchivan est une exclave, c'est pas une enclave parce que c'est une partie de l'Azerbaïdjan qui est en dehors de ce pays. Et puis par ailleurs, il décide, après un arbitrage, bon, enfin, sur les détails desquels je ne vais pas rentrer, il décide de donner le Haut-Karabakh à l'Azerbaïdjan également, mais en créant pour ce Karabakh un statut administratif territorial comme seul l'URSS était capable de les créer, c'est-à-dire en lui octroyant le statut de région autonome. Et donc, région autonome dont les limites sont celles que vous voyez sur la carte, enfin, qui n'existent plus aujourd'hui, c'est justement le thème du débat, mais dont il prend bien soin qu'elles soient disjointes du territoire arménien. Et donc, cette région enclavée à l'intérieur de l'Azerbaïdjan a donc vécu 70 ans à l'intérieur de l'URSS. On s'en avait peut-être pas tellement de conséquences, toutes ces affaires de frontières et de districts autonomes, puisque de toute façon, tout ça, c'était un grand pays qui était l'Union soviétique, et les frontières n'étaient quand même pas physiquement tellement marquées. Mais ces gens, ces Arméniens du Haut-Karabakh qui vivaient dans l'Azerbaïdjan soviétique n'ont pas vécu une vie très heureuse. Et à la fin de l'URSS, à partir des années 60, 70, 80, ils ont commencé à élever la voix, à dire que Bakou intentionnellement persécutait ou négligeait cette région, qu'il n'avait pas assez aux écoles, aux hôpitaux, aux routes, etc. Et ça va déboucher sur un grand mouvement politique qui est à la fois celui de l'autodétermination de la population arménienne du Karabakh, donc ils vont s'auto-proclamer indépendants, et puis ça va déclencher un grand mouvement politique en Arménie également, tout ça à l'époque de Gorbatchev, et donc cette micro-région a participé de près avec l'Arménie et puis bien sûr avec toutes les autres nationalités, la Géorgie, les pays baltes, etc., à ce grand mouvement des nationalités qui va conduire à l'explosion et à l'effondrement de l'URSS en 1991. Parfait, merci beaucoup Taline de nous avoir amenés jusqu'à 1991. Et donc en 1991, la République du Haut-Karabakh proclame son indépendance. Régis, est-ce que vous pouvez prendre la suite? Que se passe-t-il ensuite? L'épisode 2. Je commence avec un mot géorgien, Ganat Soale, qui veut dire je souffre avec vous, je souffre avec Taline, parce que résumer 3000 ans d'histoire en quelques minutes, c'est évidemment difficile, mais on a touché déjà les points importants sur les questions identitaires et puis toute l'histoire de cette région. Je vais surtout me concentrer sur les 3 dernières années. Bon, moi, je suis journaliste, donc un journaliste, ça raconte ce qui se passe aujourd'hui. Mais effectivement, en 91, il y a ce référendum, fin 1991. Et là, il y a 2 principes, en fait, qui s'affrontent et qui font qu'aussi parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui de la responsabilité de la communauté internationale dans les événements de ces derniers jours dramatiques. L'un, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, à faire leur choix, où est-ce qu'ils veulent vivre, est-ce qu'ils veulent leur propre pays. Et c'est ce droit-là que prennent les Arméniens du Karabakh en 1991. Et puis un autre principe du droit international, à vrai dire, qui est plus important, qui est plus celui qu'on suit, on va dire, au niveau du droit international, qui est l'intégrité territoriale. On garde les frontières existantes, pour faire simple. Et ça va être un problème parce qu'en fait, on ne va jamais réussir à régler ce conflit, puisque la communauté internationale, pour se neutraliser, ce n'est pas un débat intellectuel, va en fait mettre un peu à égalité ces deux principes et on ne va jamais décider. Et c'est la force qui va décider des choses finalement. Je ne prends pas part à ça, c'est un débat de juristes, politique, etc. Mais c'est quand même très important de l'avoir parce que l'Azerbaïdjan jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la semaine dernière, jusqu'à ce qu'on peut appeler l'événement de la semaine dernière, c'est la capitulation, si on veut, ou la fin de cette république du Haut-Karabakh qui a même été, on va dire, décidé, enfin signé presque hier, je crois. Reddition. Enfin, bref, la fin de cette république. Et l'Azerbaïdjan va toujours se prévaloir aussi de résolutions de l'ONU. Donc, toute dictature qui est ce régime, il avait aussi en partie du droit international pour lui. Et ça va expliquer l'embarras aussi, pour une part, en tout cas, de la communauté internationale. En tout cas, on a cette guerre de 88-94 ou 91-94, selon la manière dont on compte, qui va être remportée par le côté arménien.
et qui va aboutir à deux choses, à la prise du Haut-Karabakh, mais aussi à la prise de 7 districts autour, qui était en fait une zone sécuritaire pour protéger cette région arménienne, chère aux Arméniens. Ce qu'a pas eu le temps de rappeler Taline, et qui est évidemment très important, c'est que derrière aussi, dans cette importance de la reconquête d'une terre pour les Arméniens, il y a la mémoire évidemment du génocide, d'une Arménie qui a perdu toutes ses terres, et qui là, tout d'un coup, a une chance historique d'en récupérer une. Pendant 30 ans, l'Arménie va vivre heureuse, si je puis dire, difficilement, mais heureuse d'avoir conquis cette terre, avec ces 7 districts autour qui vont être vidés de leur population, qui n'étaient pas arméniennes souvent, qui étaient kurdes, qui étaient azéris, et qui vont être chassés aussi, il faut le dire. Et à ce moment-là, ça va tenir, mais en Arménie, qui est un petit pays, moins de 3 millions d'habitants, par rapport à un Azerbaïdjan qui fait 3 fois plus d'habitants, qui a du pétrole, énormément de pétrole et de gaz, qui va s'armer pendant des années, au point qu'au tournant dans les années 2000, on va avoir un budget de la défense azerbaïdjanais égal à tout le budget de l'Arménie, un budget national pour toutes les dépenses. Ça vous donne de ralentir. D'accord, j'ai tant de choses à dire, comme tout le monde. Et ça va même conduire à un débat très important, je crois, donc on parle très peu, au sein de l'Arménie, avec le premier président de l'Arménie. Je dis ça pour que vous compreniez aussi comment ça s'articule un conflit, comment ça existe dans un pays. C'est des petits bouts, hein, on ne peut pas tout raconter. Et l'un d'eux, ça va être ce premier président qui dit « Mais aujourd'hui, l'Arménie a gagné cette terre, mais on est plus faible que l'Azerbaïdjan. Plus ça ira, plus on sera faible encore, à cause de la démographie, à cause du pétrole. » Et il dit « Il faut qu'on fasse des concessions aujourd'hui. Il faut qu'on fasse des concessions, notamment sur ces 7 districts, pour pouvoir garder le Karabakh. On est en position de force, c'est le moment de le faire. » Et c'est un débat qu'il ne va pas pouvoir mener, il va même perdre, il va être quasiment renversé, il ne va pas aller au bout de son mandat, et il va perdre par rapport à des plus radicaux, disons, qui sont les présidents dont on parle aujourd'hui, les anciens présidents de l'Arménie, comme Robert Kotcharyan et Serge Sarkissian, qui sont des personnages importants, qui étaient des présidents de l'Arménie, sachant que le Karabakh n'a jamais été reconnu par l'Arménie, c'était une entité à part, de facto indépendante, disons, et qui sont des présidents qui ont dirigé l'Arménie, mais qui venaient du Karabakh. Je dis ça pour complexifier un petit peu plus. Mais c'est très important parce qu'ils vont amener évidemment toute la mentalité et toute leur légitimité aussi acquise dans la guerre. Et au fil des ans, et moi c'est là que j'arrive dans la région, en 2000, on voit l'Azerbaïdjan qui s'arme, qui développe un discours nationaliste très fort, très anti-arménien, raciste parfois, etc. Jusqu'à là où je voulais en venir, 2020, où ils ont suffisamment de force pour cette fois effectivement faire ce qu'avait prévu d'une certaine manière l'ancien président Ter-Petrosyan, le différent entre les deux pays, et ils gagnent la guerre en 2020. Ils gagnent la guerre, ils reprennent les 7 districts autour du Karabakh, donc ceux-là sont sous contrôle azerbaïdjanais depuis l'époque, et à cause ou en raison d'une médiation du président Poutine, qui lui aussi impose les enjeux de la Russie, qui veut rester un acteur dans la région, va décider de laisser le Haut-Karabakh hors de cet accord de l'époque, avec un statut indéfini. Et puis, il arrive à placer, et ça l'intéresse, que ça permet à la Russie de s'asseoir dans le territoire, une force d'interposition, de paix, qui va rester. Et ce qui va se passer entre 2020, cette guerre de 44 jours que j'avais dû couvrir, où on avait vu très vite, je me souviens du premier soir, personnellement, où j'arrive entre Yerevan et Stepanakert pour aller couvrir le conflit, et je n'avais pas dormi de la nuit, tout ça, mais je n'ai pas pu dormir, et j'ai passé ma nuit, dans le minibus, à compter les ambulances qui remontaient. Et déjà, j'avais le sentiment que voilà, c'était mal parti pour les Arméniens, évidemment, et on l'a vu, et ça durait 44 jours, cette guerre. Et à l'époque, pour des raisons qui sont liées sans doute à la capacité du président azerbaïdjanais de garder le pouvoir, il va accepter de ne pas prendre le Karabakh. Je pense, moi, qu'il aurait pu le prendre en quelques semaines ou quelques mois, peut-être, mais il ne l'a pas fait. Et tout ce qu'il a fait entre 2020 et aujourd'hui sont des petits événements, je ne vais pas entrer dans le détail, sauf sur un élément, mais ça va être de mettre la pression pour revenir en fait sur l'accord signé avec M. Poutine, pour revenir sur le statut du Karabakh et dire c'est à moi. Et c'est ce qui s'est passé la semaine dernière avec une dernière attaque pour obtenir cela d'eux. Une partie de la pression a été mise sur la frontière internationale, donc on a menacé la frontière de l'Arménie, histoire de dire vous voulez pas nous rendre le Karabakh, vous dites que c'est encore indistinct, le statut, on ne sait pas à qui c'est, et bien moi je pose la question des frontières. C'était à qui l'Arménie? Où étaient les frontières en 91? Si vous ne voulez pas que je vous attaque dessus, reconnaissez que le Karabakh, c'est azerbaïdjanais.
Et c'est toute cette pression qui va mettre pendant 3 ans, jusqu'à notamment un blocus dont vous avez probablement entendu parler, instauré à partir de décembre dernier, et qui petit à petit va vraiment mettre la pression sur la population, presque l'affamer, vraiment le minimum vital qu'ils ont pu avoir, pas possibilité de sortir, d'entrer dans le pays, dans la République, manque de médicaments, etc. Et puis finalement, donc une offensive la semaine passée. Tout ça parallèlement en même temps avec des négociations dont on pense entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, où l'Arménie a dit, effectivement, on ne veut pas revivre la guerre, on n'a pas les moyens, donc très bien, le Karabakh fait partie de l'Azerbaïdjan. Donc voilà, sans doute qu'il manque beaucoup d'éléments dans le puzzle, et ça suffit, mais je voulais un peu replacer aussi les choses dans ce contexte et local et international de ce conflit et de ce dénouement auquel on a assisté. C'est très rare, en fait, dans l'histoire du monde, d'assister à un conflit qui est peut-être terminé aujourd'hui, mais résolu par la force. Merci beaucoup, Régis. Anita, vous connaissez donc très bien le Haut-Karabakh, c'est le sujet de vos études, de votre thèse, vous avez effectué beaucoup de terrain là-bas. Est-ce que vous pouvez revenir d'abord rapidement sur les circonstances de ces derniers mois dans le Haut-Karabakh avec le blocus du corridor de la Chine, puis sur ce qui s'est passé depuis 10 jours et sur l'exode qui est en cours aujourd'hui, sans parler trop vite parce que nos interprètes essayent de traduire vers l'anglais ce que nous disons. Merci beaucoup. Oui, merci. Alors, il y a déjà eu beaucoup d'éléments de contexte. Pour faire rapide, l'Arménie perd la guerre en 2020. Le Haut-Karabakh se retrouve encerclé. Ces territoires qui servaient de zone de sécurité autour du Haut-Karabakh ont été tous entièrement perdus, à part le corridor de la Chine qui servait à lier l'Arménie au Haut-Karabakh, aux Arméniens du Haut-Karabakh, et qui était véritablement cette ligne de vie à travers laquelle transitaient la nourriture, les denrées alimentaires, les médicaments, et à travers lesquels les Arméniens pouvaient voyager, se déplacer entre l'Arménie et le Haut-Karabakh, leur seule sortie en fait vers le monde extérieur. Et ce qui se passe le 12 décembre 2022, oui, c'est que l'Azerbaïdjan, qui est en position de force et qui, dans un contexte de guerre en Ukraine, d'invasion en Ukraine, se retrouve le vent en poupe avec les forces russes occupées ailleurs, il accélère le processus et donc il envoie dans un premier temps une centaine de ce qui se présente au tout début des éco-activistes. Alors ce sont des éco-activistes entre guillemets parce qu'il faut savoir que l'Azerbaïdjan est un pays producteur de pétrole, de gaz, et qu'au niveau écologique, ce n'est pas du tout un champion mondial, et que par ailleurs, étant une autocratie extrêmement répressive, il est extrêmement compliqué d'imaginer des mouvements spontanés émerger d'éco-activistes ou d'autres d'ailleurs dans le Haut-Karabakh, mais là, de manière intéressante, dans le corridor de la Chine, il y a ce mouvement qui est évidemment un mouvement dirigé par Bakou et qui, dans un premier temps, donc, bloque le corridor de la Chine et empêche tout passage dans ce corridor devant les Russes. Donc les Russes qui sont, en vertu de l'accord de cessez-le-feu du 10 décembre 2020, qui met fin à la guerre des 44 jours, qui sont en charge d'assurer le passage non obstrué des Arméniens le long de ce corridor. Ces éco-activistes vont très vite être remplacés par des militaires, des soldats azéris qui vont progressivement occuper cet espace, installer un checkpoint, et tout ça évidemment sous la supervision, ou en tout cas sous le laisser-faire des Russes,
qui sont censés, eux, assurer le maintien du cessez-le-feu. À partir de ce moment-là, le blocus du Haut-Karabakh va devenir beaucoup plus intense. Dans un premier temps, le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, et les convois humanitaires des Russes peuvent passer, mais petit à petit, les taux se resserrent. Et les 3 derniers mois, plus personne, plus même les acteurs humanitaires, le CICR lui-même ne pouvait plus accéder à cette région. Donc la situation humanitaire sur le terrain était extrêmement difficile. C'était un niveau de quasi-famine avec des files de personnes qui devaient passer des heures pendant la nuit à attendre un peu de pain. Donc, il y avait véritablement une situation humanitaire extrêmement compliquée. Aussi, il faut le rappeler, la Cour internationale de justice qui a été amenée à se positionner sur le blocus du Haut-Karabakh par l'Azerbaïdjan, a, elle, fait à 2 reprises des ordonnances ordonnant à l'Azerbaïdjan de débloquer la région. Donc l'Azerbaïdjan était contraint en fait par le droit international d'ouvrir cette région. Ce que l'Azerbaïdjan n'a pas daigné faire. Et l'attaque du 19 septembre, eh bien, elle intervient justement au bout de presque 10 mois de blocus, 10 mois où les forces locales, arméniennes locales, sont extrêmement affaiblies, où la population est extrêmement affaiblie, affamée. Il y a plusieurs morts qui sont à déplorer du fait du manque de nourriture, des morts de faim. Le nombre de fausses couches avait triplé sur cette période. Et véritablement, on a même du mal à évaluer les dommages qui ont été faits à la population civile au cours de cette période, parce qu'il n'y a absolument aucun accès d'organisation internationale. Le CICR, c'est la seule organisation internationale présente sur le terrain, et aucune mission d'observation, aucune force de l'ONU ne peut y accéder. Donc on a vraiment eu cette espèce de blocus d'information également. Donc quand l'Azerbaïdjan attaque le 19 septembre, c'est, comme ça a été dit, c'est une attaque fulgurante. En 24 heures, les autorités du Haut-Karabakh sont forcées de signer une capitulation. En l'espace de 24 heures, côté arménien, il y a, les chiffres officiels font état de 500 morts de soldats, mais ça aussi, c'est un chiffre probablement sous-estimé, puisqu'on n'a pas accès à toutes les régions dans le Haut-Karabakh, puisque les liens de communication, les routes ont été directement coupées par l'attaque azerbaïdjanaise. Mais il y a également des dizaines de victimes côté civil. Et encore une fois, comme je l'ai dit, très vite, les liens entre la capitale Stepanakert et les régions du Haut-Karabakh ont été interrompus. Donc, à ce stade, aujourd'hui même, on ne sait pas vraiment ce qui se passe, ce qui s'est passé dans les régions autres que Stepanakert. Et on a des témoignages de crimes de guerre et des témoignages d'exactions qui, encore une fois, ne peuvent, à ce stade-ci, pas être vérifiés. Alors, depuis 4 jours, depuis la signature de la capitulation, il y a un exode massif de la population du Haut-Karabakh vers l'Arménie. Il faut savoir que cet exode, il est absolument attendu. Ce n'est pas du tout quelque chose qui doit surprendre, puisque aussi bien le blocus que les bombardements du 19-20 septembre, mais aussi les intentions de l'Azerbaïdjan ont été directement claires. L'Azerbaïdjan, quand il a commencé à mettre en place son blocus, le président Ilham Aliyev a fait des annonces en
proposant aux Arméniens de simplement partir de la région. Donc il y a une intention en fait d'épuration ethnique. L'Azerbaïdjan n'a absolument pas d'intérêt qu'une population arménienne consistante, significative, demeure dans la région, et toutes les actions de l'Azerbaïdjan ces dernières années ont servi à atteindre cet objectif. Donc à ce jour, 100 000 Arméniens ont quitté le Haut-Karabakh, ce sont les chiffres officiels, ont traversé la frontière avec l'Arménie. Il y a officiellement 120 000 habitants dans le Haut-Karabakh qui continuaient de vivre dans le Haut-Karabakh après la guerre de 2020. On a donc 90% de la population aujourd'hui qui a traversé la frontière avec l'Arménie. 90, je suis désolée, c'est mon côté belge. Et du coup, oui, l'afflux de se déplacer ne se tarit pas, les voitures continuent à arriver, et en fait, cet exode est en fait une espèce de purgatoire lui-même, parce que ce que ça a provoqué, c'est une file, un bouchon extrêmement dense de voitures qui ont pris la route en même temps, et une route qui normalement fait 1h30, 2 heures de trajet, eh bien aujourd'hui il faut entre 30 et 40 heures pour la parcourir. J'ai un ami qui m'a écrit il y a 2 jours en me disant que ça lui avait pris 42 heures. Donc imaginez-vous, sans nourriture, sans eau, avec des enfants en bas âge, avec des nourrissons. Il y a des dizaines de décès parmi les populations qui ont fui, des dizaines de blessés, des voitures qui tombent en panne, et les gens qui sont partis avec rien, avec quelques valises, se retrouvent à tout laisser, à tout abandonner sur la route pour trouver un autre moyen d'atteindre la frontière. Donc toute cette situation-là et tout ce qu'on observe, c'est évidemment un exode qui peut s'apparenter et être vu comme un nettoyage ethnique, donc des actions destinées à faire en sorte de rendre une région ethniquement homogène. Et ce que ça signifie aussi, on a parlé de cette dichotomie entre l'intégrité territoriale et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et évidemment, l'Azerbaïdjan fait tout cela dans le cadre de son intégrité territoriale. Donc au niveau international, ça rencontre quelques sentiments. On a des acteurs internationaux qui sont prêts à déplorer ce qui se passe, mais il n'y a véritablement pas d'action concrète pour prévenir cela. Mais il faut rappeler aussi, et je pense que c'est très important, c'est qu'à l'échelle d'un peuple, c'est une expérience extrêmement dévastatrice. Et comme ça a été rappelé aussi, c'est un peuple de rescapés. C'est un peuple qui a déjà subi un génocide au cours de son histoire, en 1915, dans l'Empire ottoman. Pour la psyché collective arménienne, c'est véritablement un désastre. Ce sont des territoires qui ont été habités par des Arméniens depuis très très longtemps. Il y a des monastères du IVe siècle. Il y a un patrimoine religieux, culturel extrêmement riche, extrêmement important. Et il ne faut pas se leurrer. Un pouvoir qui chasse la population de ces terres, qui est propriétaire de ces terres, eh bien, on n'a pas vraiment de raison d'espérer que ce pouvoir préserve l'héritage culturel de ce peuple. D'autant plus qu'on a un passif, on a des précédents d'autres régions où les Arméniens ont jadis constitué une population importante, voire une majorité, comme la République autonome du Nakhitchevan que vous voyez là, qui
historiquement a été un joyau de l'héritage culturel arménien et dont aujourd'hui il ne reste absolument rien, mais absolument rien, plus aucune trace d'arménité, ce qui est également arrivé aussi en Turquie donc au cours du génocide et qui a vraiment subi, tous ces territoires qui ont vraiment subi un effacement de la présence arménienne. Merci beaucoup, Anita, pour ce point très complet et très poignant. Gates Minassian, tout ce qui vient d'être raconté se passe sous les yeux des puissances régionales qu'on voit sur cette carte, la Russie, la Turquie, l'Iran. Chacune a son propre jeu à jouer dans cette région. La Turquie est très proche de l'Azerbaïdjan. La Russie joue un petit peu sur deux tableaux. La position de l'Iran aussi est plutôt hostile à la Turquie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques minutes également, et sans parler trop vite, quelles sont schématiquement les positions de ces trois pays, dans quelle mesure ils impactent la situation? Vous parlez de la Russie, de la Turquie et de l'Iran. Pourquoi? Alors, vous pouvez aussi parler des autres États-Unis, puissances, de la d'accord. Chine, de Alors, l'Inde. Voilà. Justement, c'est ça qui est intéressant, parce qu'à travers ce qu'ont dit mes collègues panélistes, c'est qu'en gros, les déterminants historiques, géographiques, juridiques, anthropologiques, identitaires, tout ça viennent démontrer finalement que ce conflit que l'on croit local, parce que c'est au fin fond du Caucase, à la périphérie de l'Europe, au croisement de la Russie, de la Turquie, du Proche-Orient et de l'Asie, on croit que c'est très loin de chez nous. C'est qu'à 4h30 d'avion de Paris, et on croit que c'est très loin de chez nous parce qu'on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc Karabakh, Karabakh Oui, c'est vrai. Je suis sûr que vous demandez, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas où c'est, etc. Mais ce que mes trois collègues ont fait, c'est quelque chose de très pédagogique. Alors il y a beaucoup de jeunes, effectivement. Mais en fait, tout ceci pour vous démontrer quoi? Que le Caucase est un couloir, d'accord? C'est un couloir entre deux mers, la mer Noire et la mer Caspienne. Et sur ce couloir, comme tout couloir, il fait froid, il y a des courants d'air. Eh bien, ce couloir vous permet de passer de la Russie au Proche-Orient et de l'Europe à l'Asie. Donc, c'est un raccourci. Et on voit sur une carte plus large que le Caucase peut être considéré comme un raccourci. De la mer Noire, en l'espace de quelques heures, vous pouvez être dans l'océan Indien. Il faut se rendre compte de ce que ça veut dire. À partir de la Turquie, en quelques heures, vous êtes en Asie centrale. Et inversement. Et donc, tout ça pour vous dire que même si on a l'impression que c'est un conflit local, en fait, l'enjeu est global. Et je vais essayer de vous l'expliquer. Tallinn Termination vous a dit qu'il y avait une querelle d'empire. Effectivement. Mais c'est plus que ça. C'est que c'est le Caucase, tel que vous le voyez là, Géorgie, Azerbaïdjan, Arménie, c'est le point d'intersection de périphérie de trois empires. Et quand vous savez que des empires n'ont pas de frontières mais que des fronts, ça veut dire que le Caucase est une terre de haute conflictualité entre ces trois empires et leurs héritiers. La Russie, la Turquie et l'Iran, qui se pensent encore comme des puissances impériales. C'est pour ça que la Turquie cherche à pousser ses pions dans la région depuis la chute de l'Union soviétique, et notamment depuis le rapprochement avec la Russie de Poutine. La Russie, elle, a reculé en 91 de la région, puisqu'il y a eu 3 souverainetés, et en même temps, la Russie cherche à revenir dans la région au nom de sa tradition de puissance tutélaire, au nom d'une fraternité avec ces 3 pays, ça c'est sur le papier. Mais en fait, toujours avec ce logiciel impérial. Et l'Iran, pareil, mais comme l'Iran est un peu mis au banc de la communauté internationale, l'Iran est moins offensif, alors que la Turquie qui est dans l'Alliance Atlantique, ou que la Russie qui est une puissance récemment encore présente dans la région. Donc il y a une querelle entre les 3, surtout entre les 2, chacun s'appuyant sur un pays, et pourquoi pas même en jouant sur des rivalités entre les pays, Arménie, Géorgie, Azerbaïdjan, et sachant que chacun de ces 3 pays, Arménie, Géorgie, Azerbaïdjan, entretient une relation équivoque, voire plus même, avec une puissance néo-impériale. Je prends l'exemple de la Géorgie, relation équivoque, conflictuelle avec la Russie. L'Arménie, relation équivoque, conflictuelle avec la Turquie.
L'Azerbaïdjan, relation équivoque, voire conflictuelle avec l'Iran. Donc on pourrait se dire, mais peut-être que l'idéal, ce serait une neutralité entre ces trois États pour empêcher que les puissances impériales viennent pénétrer. Peut-être. D'ailleurs, en 1917-18, il y a eu une tentative de voir ces trois jeunes républiques travailler ensemble au sein d'un parlement commun. Tout ça pour vous dire que cette idée de travailler ensemble n'est pas une idée importée ou une idée exportée de l'Occident vers le Caucase. Elle existait déjà, mais les élites étaient beaucoup plus matures qu'aujourd'hui, les élites locales. Alors, à partir du moment où c'est un couloir et que c'est un raccourci, il n'y a pas que les trois puissances néo-impériales qui vont s'intéresser à ce Caucase du Sud. Il y en a d'autres, notamment l'Union européenne, notamment les États-Unis, notamment la Chine, notamment l'Inde. Vous allez me dire, mais tout le monde? Mais oui, tout le monde. C'est pour ça que ce conflit, même s'il est si loin de nous, il est tout près de nous. Et alors, je vais vous expliquer pourquoi. L'Union européenne, par exemple, est en partenariat oriental avec ces trois pays, même s'il est un petit peu cabossé, ce partenariat oriental. Mais il est en partenariat avec ces trois pays. La Géorgie, parce que c'est une tradition démocratique, même si ça l'est moins aujourd'hui. L'Arménie, parce qu'il y a aussi une tradition de vieilles relations avec l'Europe, notamment avec la France. Et l'Azerbaïdjan, par sa puissance, sa richesse en hydrocarbures. Donc, pour l'Union européenne, c'est important d'avoir un partenariat, d'avoir un œil sur cette région, d'autant que, comme je vous le dis, l'Union européenne cherche aussi à prendre de plus en plus d'influence sur sa périphérie. Pour les États-Unis, c'est simple. Tout ce qui peut permettre d'affaiblir la Russie dans la région, c'est bon. Donc, on a tout intérêt à profiter du moment où la Russie est en reflux pour avancer ses pions, ses cartes dans la région. La Chine, dans l'autre sens, dans un chemin donc est vers l'ouest, avec son projet de les routes de la soie, on cherche à faire en sorte de traverser le Caucase pour apporter une nouvelle forme d'influence chinoise, puisque la Chine est partenaire de l'Iran, partenaire de la Russie, partenaire de la Turquie. Donc tout est bon pour Pékin. Pour l'Inde, nouvelle puissance, 5e puissance mondiale, c'est un peu la même chose. Il faut ouvrir de nouvelles routes. Et l'Inde, par exemple, est proche de l'Iran, travaille avec l'Azerbaïdjan et la Russie, mais aussi l'Inde veut une nouvelle route avec l'Iran, l'Arménie, la Géorgie et gagner les marchés européens qui sont solvables. Elle a d'autres projets, l'Inde. Donc ce conflit qui vient d'être exposé par Taline, Anita et Régis, c'est un conflit qui, à travers ce qu'ils ont dit, renvoie tout de suite en effet miroir aux intérêts des puissances. Et aujourd'hui, vous avez sur la table, non pas des négociations, encore que, mais vous avez sur la table deux approches pour essayer de résoudre ce conflit. Et vous allez comprendre pourquoi il y a eu la guerre au Karabakh. La première approche, c'est une approche occidentale. France, Europe, États-Unis. Il faut distinguer les trois. Mais France, Europe, États-Unis. C'est en gros de dire, on reconnaît l'intégrité territoriale des deux États, Arménie et Azerbaïdjan, rien pour le Karabakh, un petit peu pour la France, qui s'intéresse en tant que garante du droit international et du multilatéralisme, qui s'intéresse aux droits des minorités. Donc elle a un œil sur la population historiquement présente dans cette province qui s'appelle le Karabakh. Mais pour les États-Unis, non. Pour les États-Unis, en gros, effectivement, c'est mieux s'ils restent sur place, mais en même temps, bon, on peut imaginer l'évacuation d'une population, puisqu'on n'a rien dit pour les Syriens, pour d'autres, etc. Grecs et Turcs qui se sont mélangés, ils se sont transférés des populations. Donc c'est déjà arrivé dans l'histoire. Et puis ce n'est pas 120 000 personnes qui vont nous enquiquiner. Mais en gros, il y a cette idée de se dire, si on affaiblit le Karabakh, on démonétise le lien entre la Russie et le Karabakh. Et donc c'est bon pour nous, Américains. Et puis vous avez de l'autre côté l'Union européenne qui, elle, est divisée. La France et d'autres pays cherchent à faire en sorte que le droit international soit préservé, défendu, garanti. Et de l'autre côté, des pays qui pensent hydrocarbures, guerre en Ukraine fait qu'on a besoin d'approvisionnement diversifié, donc pourquoi pas l'Azerbaïdjan, mais on y reviendra, je pense. Et puis, de l'autre côté, ça c'est une première approche, donc rien pour le Karabakh et pas de couloir qui traverserait le territoire arménien entre l'Azerbaïdjan, le Nakhitchevan et la Turquie. Donc pas de corridor, pas de couloir, juste on ouvre les voies de communication, point. Et on laisse les États souverains s'occuper de toutes les marchandises qui transitent par leur territoire. Ça, c'est l'approche occidentale.
L'approche russe est différente. On reconnaît l'intégrité territoriale des deux États, mais on s'occupera du Karabakh une fois qu'Arméniens et Azerbaïdjanais auront signé la paix. Je ne sais pas quelle paix, mais on y viendra. Et puis, on pensera à ouvrir un corridor à travers le territoire arménien sous contrôle des services secrets russes, le FSB. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'à ce niveau des puissances mondiales, on a d'un côté une paix qui se veut juste, reconnaître deux États souverains sur leurs frontières établies depuis 1991. De l'autre côté, on a une paix plutôt impériale, c'est-à-dire mon intérêt, c'est d'enquiquiner l'Azerbaïdjan avec un statut futur pour le Karabakh, et mon intérêt, c'est aussi d'enquiquiner l'Arménie avec une force d'interposition ou d'observation qui s'occuperait de contrôler les marchandises qui traverseraient ce corridor. Eh bien, on pousse l'Arménie à choisir. Dans les deux cas, que ce soit l'approche occidentale ou l'approche russe, l'angle mort, c'est le Karabakh. Et donc, à partir du moment où le Karabakh est l'angle mort des négociations, ben, tout le monde s'en fout. Il peut se passer ce que vous voulez. Alors, on peut s'apitoyer, on peut dénoncer, on peut dire on reconnaît, on peut dire il ne faut pas, on peut mettre en garde. Mais tout ça, c'est que des paroles. Et c'est pour ça qu'on vit non seulement avec l'Ukraine, parce que tout ça se fait sur fond de guerre en Ukraine. Il ne faut pas oublier, la guerre en Ukraine est fondamentale, et on peut y revenir d'ailleurs sur l'histoire du corridor, la nouvelle route, l'histoire de l'Arménie, les statuts de Rome. Bref, tout ça est lié à la guerre en Ukraine et aux enjeux globaux. L'Azerbaïdjan veut une paix de punition. On veut notre revanche. Après tout, qui s'est occupé de nous en 1994 quand on a été chassé des territoires autour du Karabakh? Qui s'est occupé de ces personnes? Qui s'est occupé de ces déplacés? Donc pourquoi nous, on ne pourrait pas faire la même chose? Sauf que l'Azerbaïdjan nourrit depuis 30 ans un discours de haine. Régis est mieux placé que moi, il vit à Tbilissi, il a parlé de racisme. Moi, je le dis carrément, c'est un État raciste, fasciste et terroriste. Mais terroriste d'abord pour sa propre population, azerbaïdjanaise. Il faut savoir ce que c'est. Demandez à Régis s'il peut aller librement, en tant que journaliste, correspondant de plusieurs médias, s'il peut aller librement à Bakou ou circuler tranquillement dans tout le pays pour faire un reportage. Non, il n'y a rien sur la vie politique azerbaïdjanaise. Allez au Nakhichevan, l'enclave entre l'Arménie, l'Iran et la Turquie. C'est impossible. Donc c'est une paix de punition. On veut notre revanche et on veut humilier. De l'autre côté, vous avez l'Arménie qui veut une paix de droit. Droit à l'intégrité territoriale, droit des minorités, droit, pourquoi pas, à l'autodétermination, même si c'est fini. Donc on a 4 formes de paix. Paix juste d'un côté, paix impériale de l'autre, américains, occidentaux et russes, et paix de punition et paix de droit au niveau des deux États, Arménie et Azerbaïdjan. Tant que vous humilierez votre ennemi, vous ne ferez qu'une chose. Et ça, c'est valable dans tous les conflits, dans toutes les guerres. Je peux vous assurer que tant que vous cherchez à humilier votre ennemi, vous maintenez la flamme de la guerre. Donc allez-y, messieurs, mesdames, les Azerbaïdjanais, continuez, et vous verrez que dans 10, 15 ans, 20 ans, tant que ce ne sera pas réglé à égalité, ou je dirais avec inclusion, il y aura cette trame identitaire. Le sujet au départ, c'était le conflit culturel, cette trame identitaire qui viendra. L'Arménie, elle, n'a pas saisi l'occasion de la paix d'inclusion en 94, 95, etc. Il y a eu une humiliation à l'égard des Azerbaïdjanais, il faut le dire, il faut le reconnaître. Ils se sont sentis humiliés. Et résultat, on a eu une guerre en 2016, on a eu une guerre en 2020, on a eu une guerre en 2023, enfin une micro-guerre en 2023. Donc on est dans une situation où on vit une époque d'une telle fluidité stratégique, géopolitique, politique, qui va au-delà de ce conflit. Tout est suspendu à la guerre en Ukraine, tout. Il faut dire ce qui est, tout. Nous, même en Europe, je ne parle même pas des Ukrainiens, mais alors là, quand on est au Caucase, oui, parce qu'il y a des acteurs qui sont en commun, et il y a même des déterminants qui sont en commun entre la guerre en Ukraine et la guerre au Karabakh. On peut y revenir si vous voulez. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Gaïz. Je voudrais revenir avec Tallinn peut-être sur cette grande proximité entre la Turquie et l'Azerbaïdjan, une proximité qui va même peut-être au-delà de la proximité, puisque la formule est d'Erdogan, une nation, deux États. Est-ce que aujourd'hui, les Turcs et les Azerbaïdjanais se considèrent comme une seule nation? Et si oui, est-ce que ce projet de continuité territoriale entre l'Azerbaïdjan et le Nakhitchevan, qui permettrait donc à l'Azerbaïdjan d'avoir une frontière directe avec la Turquie juste depuis Bakou, est-ce que c'est quelque chose qui vous semble crédible? Bon, alors ça, c'est le scénario dont tout le monde parle, puisque dans l'accord de cessez-le-feu de novembre 2020, effectivement, l'Azerbaïdjan et la Turquie réclament un corridor. Donc vous voyez toujours la carte, j'imagine, un corridor dont nul ne sait. Je ne sais pas où est la carte, je ne vois pas. Ah bon, d'accord. Nul ne sait, si vous regardez cette carte, est-ce qu'il passera à travers le territoire de l'Arménie, enfin, selon un axe est-ouest qui, moi, me semble complètement impossible à réaliser, étant donné les conditions incroyablement difficiles du relief, et surtout pas dans le sens est-ouest, justement, ou sera-ce une voie ferrée qui d'ailleurs existait au temps de l'Empire russe, qui contournerait l'ensemble de la région. Bref, la jonction entre la Turquie et l'Azerbaïdjan, oui, c'est le grand rêve des Turcs et des Azerbaïdjanais, de Erdogan, le président turc, et Aliyev, le président azerbaïdjanais, qui effectivement en 2020 nous ont ressorti le fameux mot d'ordre, donc une nation, deux États, ce qui revenait à essayer de réaliser ce que les Turcs avaient déjà essayé de faire à la fin de la Première Guerre mondiale, lorsque un des membres du comité Union et Progrès, Enver Pacha, avait voulu réaliser l'expansion de la Turquie jusqu'à la mer Caspienne, et même, pourquoi pas, au-delà de la Caspienne, pour rassembler tous les peuples turciques à partir du berceau originel du peuple turc. Bon, tout ça, c'est donc un rêve qui porte le nom d'une idéologie pan-turquisme. Le pan-turquisme, c'est ce programme-là. Et donc, on peut dire qu'en effet, cette fameuse jonction entre la Turquie et l'Azerbaïdjan, ce serait la réalisation de ce premier volet du pan-turquisme. Premier volet qu'ils avaient, donc, comme je l'ai dit, à l'époque d'Enver, essayé de réaliser, mais qui n'a pas marché. Parce que à ce moment-là, il y a eu un événement qui a en quelque sorte sonné le gong de la fin de la partie qui se jouait dans la région du Caucase. Les Turcs étaient arrivés jusqu'à Bakou, et donc avaient gagné tout, submergé l'ensemble de la région. Mais à ce moment-là, la Turquie, qui était l'alliée de l'Allemagne dans la Première Guerre mondiale, a perdu la guerre mondiale. Donc moi, je réfléchis beaucoup à ça, parce que je me dis que dans les circonstances les plus extrêmes, finalement, du point de vue arménien en tout cas, il y a eu des retournements fantastiques de l'histoire, c'est-à-dire que parfois ce qui se joue sur le terrain, y compris des victoires, et les Turcs et les Azéris devraient s'en souvenir, la victoire sur le terrain n'est pas la victoire générale, parce qu'il y a un conflit plus global, plus mondial, comme à l'époque de la Première Guerre mondiale, où les Turcs étaient là, mais ils ont perdu la guerre. Et donc il a fallu reculer. Puis après, ça a recommencé. Donc, il y a peut-être une logique de cet ordre-là dans la situation d'aujourd'hui, parce qu'après tout, on vous parle d'une toute petite région, même pas un département français. Après tout, on se demande... ça intéresse qui dans la communauté internationale? C'est quelques dizaines de milliers d'Arméniens enfermés dans cette enclave, qui vont sortir, etc. Ça intéresse en réalité beaucoup de monde, parce qu'il y a là un cas de géopolitique tout à fait passionnant, où le territoire en question empile, superpose des intérêts, comme ça a été dit auparavant, des intérêts des grandes puissances qui viennent s'y engouffrer.
Alors aujourd'hui, évidemment, la situation n'est pas celle de la Première Guerre mondiale. Nous n'avons plus de système d'alliance comme à l'époque de la Première Guerre mondiale, la tripliste, la triple entente, tout ça, ça n'existe plus. On a une ligne de fracture qui est beaucoup plus, qui est bien différente, qui est celle, alors que la Russie, suivie d'un certain nombre d'États, comme l'Inde, les BRICS, la Chine, etc., qui considèrent qu'ils forment un nouvel ordre géopolitique mondial, s'affrontant à l'autre bloc, considéré du point de vue russe comme l'Occident collectif, c'est-à-dire les pays de l'Union européenne et puis surtout les États-Unis. Donc, effectivement, il y a un grand jeu qui est beaucoup plus vaste que ça. Gaëtz a eu raison de le rappeler. Le sort du Caucase du Caucase Sud est évidemment dépendant de l'issue de la guerre en Ukraine, sauf que désolé de devoir apporter une petite nuance, sauf que ici nous avons affaire à des logiques inverses que celles de l'Ukraine, ne fût-ce que du point de vue des alliances, puisque l'Ukraine a été plutôt du côté de la Turquie dans cette affaire, donc il est plutôt du côté de l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan pour des raisons qui s'expliquent tout à fait bien. Donc voilà, et le Caucase Sud est une partie de ces conflits, de ces zones que j'identifie, je ne suis pas la seule à le faire, à un gigantesque arc de la confrontation où cette alliance de la Russie et des nouvelles puissances du Sud donc s'affrontent à l'Occident, et donc ces conflits, c'est l'Ukraine, mais avant l'Ukraine, il y a eu la Syrie, et puis il y a eu aussi la guerre menée en Géorgie, et puis il y a eu aussi l'Afghanistan, etc. Et dans tout cet arc-là, les explosions géopolitiques sont évidemment à redouter. Voilà. Alors, donc, le jeu est évidemment très complexe. L'Azerbaïdjan a également d'autres alliés que la Turquie, également le Pakistan, qui est Israël a été également cité, qui lui vend des armes. envoyer des supplétifs ou des djihadistes parmi ses forces combattantes en Azerbaïdjan. Donc, effectivement, viennent s'engouffrer des enjeux géopolitiques gigantesques qui ont à voir quelque part aussi. Je voudrais ici faire une petite mention de quelqu'un que vos professeurs, en tout cas, connaissent et qui est disparu récemment, c'est Hélène Carrère d'Ancos, qui était secrétaire perpétuelle de l'Académie française, mais qui, avant ça, était également spécialiste reconnu de l'Union soviétique, et qui a été mon professeur. Et donc, je voudrais quand même dire que, disons, la question à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est toujours la même, c'est-à-dire l'Union soviétique a disparu, mais elle n'en finit pas de mourir, et quelque part, elle est en train, elle essaye de se reconstituer sur ces ruines. Et ces aberrations territoriales que vous voyez sur la carte sont nombreuses sur ce territoire, et l'un des enjeux, évidemment, c'est de savoir quelle est c'est de comprendre, en tout cas, la longue portée de la question des nationalités, dont Hélène Carrère d'Ancos a été l'une des historiennes françaises les mieux placées pour le faire comprendre au grand public, avec le livre qu'elle a publié en 1978 et qui s'appelle « L'Empire éclaté », dans lequel elle ne disait pas d'ailleurs que l'Empire allait éclater, mais qui expliquait ces problèmes-là, justement. La question des nationalités en URSS, et qui n'est toujours pas morte sur les pourtours de son territoire. Merci beaucoup, Taline. Alors, malheureusement, le temps nous presse un petit peu parce qu'il est déjà 17h30 et nous allons maintenant passer assez rapidement aux questions venant de la salle. Vous pourrez aussi répondre toutes et tous. Mais au préalable, on a quelqu'un ici dans la salle qui est une réfugiée du Haut-Karabakh. Gaëtz disait à juste titre tout à l'heure que malheureusement les grandes puissances n'en avaient que faire de la population du Karabakh ou de l'Artsakh selon la dénomination arménienne. Nous avons ici une personne donc, qui pourrait en quelques mots nous dire ce qu'est aujourd'hui la vie dans le Haut-Karabakh en 2-3 minutes, s'il vous plaît, et ensuite nous allons passer aux questions dans la salle. Madame, s'il vous plaît.
Oui, bonjour à tous et à toutes. Je suis la présidente de l'association arménienne de Caen. Voilà, on a une petite école de dimanche et je voulais vous dire que les Arméniens, c'est pas la première fois qu'on vit ce qu'on voit aujourd'hui, ce qui a été bien présenté. Et les Arméniens, d'habitude, en partant, en quittant leur maison, leurs biens, ils prenaient alors les enfants, les manuscrits, les tapis. Voilà, c'était le bien qu'on prenait avec nous quand on partait. Et là, les habitants de Karabakh, ils ont eu 2-3 heures pour mettre toute leur vie dans un sac à dos et pour partir. Et là, en Calvados, on a déjà des réfugiés de Haut-Karabakh qui sont arrivés après la guerre de 2020. Et je pense qu'ils vont aussi continuer à arriver. Et dans cette salle, on a Anouch, réfugié de Chouchi. C'est l'ancienne capitale de Karabakh qui a été prise par des Azéris en 2020. Et du coup, Anouch va vous présenter sa situation. Et une jeune arménienne qui est une étudiante à l'université de Caen en droit, Susanna, elle va traduire. Très rapidement, s'il vous plaît, 2 ou 3 minutes, parce qu'on a beaucoup de questions. Ես Անուշն եմ Արցախից, Ֆրանսիայում եմ 1 տարի առաջ։ Bonjour à tout le monde, je m'appelle Anouche, je suis arrivée en France il y a 1 an. Քանի որ 20 թվականին պատերազմից հետո կորցրել ենք մեր տունը Շուշիից, À cause du fait qu'on a perdu notre maison en 2020 à cause de la guerre. ես ծնվել եմ հենց պատերազմի ժամանակ։ Je suis née pendant la guerre des années 1990. Իմ սերունդը ունեցել է ծանր հետպատերազմյան մանկություն։ J'ai eu une enfance assez difficile. Մի կերպ մեր մեջ գտնելով ուժ, սկսեցինք ապրել։ On a vécu grâce au fait de pouvoir s'entraider et être solidaire. Իմ տատիկն ու մայրիկը միշտ մեզ անընդհատ պատմում էին պատերազմների մասին, թե ինչպես էին միշտ լինում գաղթական։ Mes grands-parents me racontaient toujours comment on a quitté nos maisons. Եվ նորից սկսվեց այլ սարսափելի մարդասպան պատերազմները։ Et encore une fois a commencé la même histoire où on a commencé à tuer notre peuple. En fait, on est une nation, on est un peuple qui est en train de vivre le 2e génocide. Il faut bien le dire parce que c'est bien le cas. La population qui était affamée pendant 10 mois sous les yeux de tout le monde, des institutions internationales, des communautés, des gens qui pouvaient faire quelque chose pour empêcher le 2e génocide, mais malgré tout ça, Եվ նորից արդեն ես էի մայրացած ու այն մայրը, որ խոստացել է իր երեխաներին անհոգ մանկություն, փոխարենը տվել է կյանք նկուղներում սոված վախերի մեջ։ Et moi, en étant que mère qui a promis à mes enfants la paix, la sécurité, j'ai juste pas pu tenir ma promesse. Հիմա նորից այս մեկը չի կարող համարվել պատերազմ, այս մեկը ցեղասպանություն էր, քանի որ խաղաղ բնակչությանը վրա, որ երեխաները դպրոցում էին, ծնողներից հեռու, Ադրբեջանը նորից ագրեսիա ցուցաբերեց։ Non, c'est pas une guerre, c'est un génocide. C'est un génocide. Այնտեղ են հիմա իմ ծնողները, ամբողջ իմ ազգը,
քուր, եղբայր, ամուսնուս ընտանիքը։ Նրանք մի կերպ փրկվել են։ Et maintenant, ma famille se trouve toujours là-bas, la famille de mon mari. Ils se sont échappés, ils sont des rescapés du génocide. Սա իմ մայրիկի նկարն է։ Voilà, je vais vous montrer la photo de ma mère. Սա այն փոքրիկի նկարն է, ով սպանվել է դաժանաբար իր եղբոր հետ սեփական գյուղում։ Ça, c'est la photo du petit qui a été tué avec son frère dans son village. Եվ այս փոքրիկի տատիկը չի կարողանում դագաղ գտնի իր թորների դիակները տեղավորելու եւ իր որդու դիակը։ Et la grand-mère de ces petits n'a pas la possibilité de trouver des tombes afin d'enterrer ses propres petits-enfants. Merci Les beaucoup. cercueils. Merci beaucoup. C'est un témoignage très poignant qui illustre et donne de la chair aux récits qui ont été faits. Il faut juste que je laisse quelques questions se poser. Merci beaucoup, Anouche, et bon courage. Merci à vous. Alors après ce témoignage, y a-t-il des questions dans la salle? Levez la main, on va vous passer un micro. Je vais vous demander des questions très brèves car il nous reste peu de temps et des réponses brèves aussi. Allez, monsieur. Bonjour, je voudrais savoir qu'est-ce qui constituerait un point de non-retour pour les Occidentaux dans ce grand jeu des rivalités impériales dont vous venez de parler, puisque visiblement le Haut-Karabakh ne constitue pas un motif pour intervenir. Ce serait quoi le... Peut-être la question de cette autre route, donc qui irait, vous voyez, du corridor de la Chine jusqu'au Nakhitchevan, et qui a donc été inscrit dans un document lorsque il y a eu la guerre en 2020. M. Poutine a négocié avec Bakou et Yerevan une paix, disons, enfin la cessation du feu. Et il a été décidé dans l'article 9 qu'une route devrait passer pour permettre à l'Azerbaïdjan, qui est en position de force, d'avoir un lien terrestre avec cette route. L'Azerbaïdjan semble avoir esquissé des pas déjà pour prendre cette route de force, ça a été dit même par le président. Et là, on n'est plus sur un territoire où il y a une sorte de légitimité historique, enfin, juridique avec les 4 résolutions de 1993 des Nations Unies. Là, c'est le territoire souverain de l'Arménie, il n'y a pas de résolution, etc. Donc là, on pourrait espérer, je dis, parce que je ne suis pas certain, mais qu'effectivement, ça serait une ligne rouge, et c'est ce que j'entends ces derniers jours, mais à voir maintenant. Il y a une autre, pour compléter ce que vient de dire Régis, donc la violation de l'intégrité territoriale de l'Arménie, qui a déjà été violée en 2021 et 2022, et il n'y a rien eu, il n'y a pas eu d'effet. Considérons que c'était dans le cadre des moyens de pression sur le Karabakh, mais quand même, le territoire souverain de la République d'Arménie a été violé. Des réactions comme ça, un peu molles, mais ça donne envie à l'Azerbaïdjan de se dire pourquoi pas. Surtout que l'Azerbaïdjan peut être protégé par la Turquie, voire la Russie. Mais je pense qu'il y a 2 choses. Il y a d'abord d'éventuels massacres. Il y a encore des populations au Karabakh. On ne sait pas combien, on l'ignore. Là, je viens de lire qu'une mission de l'ONU pourrait être déployée au Karabakh. C'est une déclaration, bon, à prendre avec des pincettes encore, mais une déclaration qui viendrait du ministère des Affaires étrangères de l'Azerbaïdjan. Je pense qu'il y a des pressions assez fortes qui viennent notamment de la part des États-Unis. Et puis, moi, je crois que plus fondamentalement, et c'est pour ça qu'il y a un écho avec la guerre en Ukraine, alors je sais bien que chaque conflit a ses spécificités, le problème n'est pas là, mais il y a quand même des interactions fortes entre ces 2 conflits, le retour des conflits interétatiques, etc., menaces classiques, et puis les acteurs qui sont un peu les mêmes, Russie, Turquie, on les voit aussi en Ukraine, puis le jeu des alliances qui est assez flou, mais il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, on est à un moment de bascule. Le monde est en transition. Le monde n'est plus écrit, l'histoire du monde n'est plus écrite par le scribe occidental. Il y a des forces, des puissances non occidentales qui poussent. Ça ne veut pas dire qu'elles sont à chaque fois consensuelles et qu'elles ont forcément unanimité sur tel ou tel front. On le voit bien avec l'Iran qui n'est pas du tout d'accord avec
la Turquie sur le Caucase ou même la Russie, encore que. Mais en tout cas, l'Iran fait attention pour que sa frontière avec l'Arménie soit absolument garantie, parce que l'Iran ne veut pas jouer le jeu de l'effondrement de l'Arménie. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais il y a un point commun avec les Occidentaux sur ce point-là. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une volonté de la part des puissances non occidentales de désinstitutionnaliser le monde, de désoccidentaliser les règles du jeu pour essayer d'imposer les leurs. Et peut-être qu'il y a chez certaines puissances une volonté de casser l'intégrité territoriale des États pour justement venir violer le droit international, le renverser à leur façon, pourrait-on dire. Donc, je ne pense, et on le voit bien avec la Russie qui agresse l'Ukraine. Il y a une violation caractérisée du droit à l'intégrité d'un État souverain. C'est ça que ne comprennent pas certains. C'est qu'on peut être méfiant envers l'Ukraine, ce n'est pas le problème. On peut tous être méfiants envers telle ou telle puissance, mais de grâce, reconnaissez d'abord que la Russie a agressé un État souverain. Et surtout que la Russie est membre permanent du Conseil de sécurité. C'est-à-dire que la Russie a une double responsabilité, comme les 4 autres membres permanents du Conseil de sécurité, de faire respecter sur l'ensemble du monde cette carte des États. Donc si vous commencez à remettre le territoire comme un instrument de puissance et au nom de quoi vous pourriez envahir tel ou tel pays, eh ben, ça pose un véritable problème. Mais attention, il n'y a pas que la Russie. La Turquie occupe Chypre depuis 1974 et on ne fait rien. Les États-Unis ont agressé l'Irak en 2003 sans résolution de Conseil de sécurité. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que la solution, elle est chez nous, démocratie. On doit se réinventer. Si on est incapable, nous, démocratie, de défendre nos propres valeurs, que ce soit au Karabakh, que ce soit en Ukraine, que ce soit peu importe l'endroit, d'autres le feront. Il faut qu'on sorte d'une forme de résignation. Il ne s'agit pas de prendre les armes, d'aller se battre. Ce n'est pas du tout ça l'idée. L'idée, c'est de se dire que, OK, on a connu un reflux, Afghanistan, Irak, Libye, Sahel, nous-mêmes, puissance française au Sahel, on recule. Eh bien, il y a un moment donné, il faut peut-être dire stop. On l'a fait en Ukraine. Et là, peut-être qu'au Caucase, pour reprendre ce que dit Régis sur la ligne rouge, ou le non-retour, c'est peut-être l'intégrité territoriale de la République d'Arménie. Stop, on ne touche pas. Merci, rendez-vous compte. 2 génocides en 100 ans, ou un génocide, c'est sûr, et là, au moins un crime contre l'humanité. Donc, il y a un moment donné, au lieu de dire aux Arméniens, calmez le jeu, mais qu'on aille chercher à dire à Aliyev, il serait peut-être temps que tu démocratises ton régime pour ta propre population. Moi, j'ai des amis azerbaïdjanais qui me disent on n'en peut plus. Et on ne fait rien contre. Merci, Gaze. Taline, vous vouliez réagir aussi très rapidement à cette question des lignes rouges maximales pour les Occidentaux, avant qu'on prenne encore une ou deux questions de la salle. Oui, encore. Il y a peut-être encore. Ok, alors, peut-être encore une ou deux questions de la salle, car le temps nous presse. Rapidement, s'il vous plaît. Merci. Bonjour, merci déjà pour votre intervention. Je suis moi-même arménienne, donc je me sens concernée. Moi, je voulais savoir pourquoi la France, malgré le fait que l'Azerbaïdjan leur fournisse du gaz, soit restée aussi muette sur ce qui se passe. Je pense à la Chine et, comme vous l'avez dit, le blocus et les Arméniens qui meurent de faim. Comment la France, qui se dit grande amie de l'Arménie et qui aurait pu faire quelque chose et avoir une influence, avec son influence diplomatique, soit restée aussi muette sur cette situation ? La France n'est pas restée muette. La France vit un moment un peu difficile d'un point de vue diplomatie, on le voit au Sahel, au Maroc même, mais la France n'est pas restée muette. S'il n'y a pas la France, il n'y a pas la mission de l'Union européenne en Arménie. Et je n'ai pas d'intérêt, je ne suis pas membre du gouvernement, ni membre d'un parti politique français de la majorité. Donc rien du tout. S'il n'y a pas la pression française pour que l'Union européenne déploie une mission le long de la frontière avec l'Azerbaïdjan, mais du côté arménien, il n'y a pas de mission. La France va ouvrir un consulat honoraire à Goriz, à Rapan exactement, dans le sud, dans le Sunnik, dans le sud de l'Arménie. La partie un petit peu, comment dirais-je, pas litigieuse, mais menacée a priori par l'Azerbaïdjan. Donc la France ne reste pas les bras croisés, sachez-le. Mais après, la France ne veut pas apparaître toujours la première sur un front, et elle veut
embarquer avec elle l'Allemagne. Ça donne plus de force si c'est le couple franco-allemand. Et puis, on est concentrés tous sur l'Ukraine. Et le seul pays qui dénonce tout de suite les exactions commises par Bakou, notamment en 2020 ou même 2023, c'est souvent Paris. Donc je pense que ce n'est pas Paris qu'il faut accabler, non. Au contraire, je pense qu'il faut encourager Paris à être la locomotive pour que l'Union européenne soit plus présente dans la région. Merci. Une autre question? Je vais juste répondre en très très court et juste pour jeter un doute dans vos esprits. C'est aussi comme ça qu'on avance et je ne suis pas en train de dire que j'ai raison, ça vous jette juste à questionner, parce que je vois que ce n'est pas questionné en France, mais je souscris pleinement à ce que vient de dire Gaïtz. Effectivement, la France a été présente pour susciter les débats aux Nations Unies, etc. Même si on aimerait qu'elle soit plus présente, par exemple, là, il y a 160 km² du territoire souverain de l'Arménie, de la République d'Arménie, qui sont occupés par les forces azerbaïdjanaises. Ils n'ont aucune raison d'y être, puisque la question du Karabakh, depuis quelques jours, est réglée, et personne n'a dit il faut partir. Et ça, c'est vraiment grave, parce que c'est les prémices d'une guerre. Ça, à un moment donné, il va falloir qu'ils partent de ce territoire qui n'est pas là. Juste un petit mot sur ce il me semble être l'hypocrisie de toute la classe politique française aujourd'hui. Je ne parle pas que du gouvernement, je parle de tout le monde. Officiellement, on s'intéresse à l'Arménie et on pleure sur le sort de l'Arménie. Moi, je pense qu'on se fiche de l'Arménie. Et c'est une vieille histoire, ça fait un siècle que ça dure. Avant le génocide, les intellectuels français, les politiques français, c'était vrai aussi en Angleterre, c'était vrai en Russie, ne s'intéressaient pas à l'Arménie, ils s'intéressaient à embêter le sultan. Donc quand on avait envie d'embêter le sultan, à Constantinople, à ce moment-là, à Istanbul, pardon, on devrait dire, on disait à ce moment-là, tiens, en fait, on a des frères chrétiens dans la région, on va aller les aider. C'est exactement ça qui se passe aujourd'hui. Parce que l'agenda politique français, là je parle de politique française, au fond, ce qui l'intéresse, c'est la question de l'islam. Il est fixé par l'extrême droite en France. C'est la question de l'islam, c'est la question des migrations, etc. Et on utilise cette question-là pour poser d'autres questions, pour s'afficher sur d'autres questions, mais pas sur la question arménienne. Et donc, c'est ce que je pense, moi, depuis le début, c'est que je ne suis pas du tout surpris qu'effectivement, il n'y a aucun soutien véritable, fort, même s'il y a un peu de gesticulation, mais pour les Arméniens, parce que la question, ce n'est pas la question arménienne. C'est 0,5% de l'électorat français. Donc, autant dire que pour beaucoup de... Et je le déplore parce que ce n'est pas servir l'Arménie que de prendre cette position. Et à travers ce que je dis, je suis très critique à l'égard des gens comme Sylvain Tesson, etc., qui est une grande star que toute la diaspora adore. Moi, je pense qu'il n'en a rien à faire de l'Arménie. Il s'y est intéressé que très récemment, juste à la faveur du débat politique français. Voilà, c'est la question que je voulais jeter comme ça dans le débat. Merci. Une question ici? Oui. Est-ce que monsieur peut avoir un micro? Voilà. Alors pareil, très rapidement, s'il vous plaît, monsieur. C'est peut-être répétitif, mais une petite question. Maintenant, dominer le narratif que ça finit. Azerbaïdjan gagné, Karabakh fini. C'est très grande faute. Parce qu'en impunité Azerbaïdjan, venir beaucoup de problèmes, tu as dit, à propos Arménie, Chypre, Grec, tout le monde. Je n'ai pas dit autre chose, mais comment vous trouvez ça? Vous voulez faire quelque chose, nous tous ensemble, on peut faire quelque chose contre cette narrative? Anita, peut-être, est-ce qu'aujourd'hui vous entendez souvent ça, le Karabakh c'est fini, l'Artsakh c'est fini? Bon, je pense que ce que cette discussion a montré, c'est que le conflit est plus large que la question territoriale du Haut-Karabakh. Effectivement, il y a un contentieux arméno-azerbaïdjanais qui est peut-être issu, qui est probablement issu de cette de ce long antagonisme autour du Haut-Karabakh et qui va en fait continuer à exister. Et donc en fait, la population du Haut-Karabakh qui est forte d'environ 100 000, 120 000, mais en fait 150 000 si on compte aussi les déplacés de 2020, donc c'est environ 150 000 personnes, eh bien ces personnes-là, ils ont une identité politique. Ils ont une identité politique, ils ont une identité culturelle, ils ont vécu pendant 30 ans de facto séparément de l'Azerbaïdjan et aussi, bien que dépendant de l'Arménie, mais indépendamment de l'Arménie. Politiquement, ils avaient leur propre gouvernement, leur propre parlement, leur propre langue, culture, vision du monde.
Et cette population, elle est encore là. Alors, qu'est-ce qui va advenir de cette population? Est-ce que ça va être un facteur de déstabilisation en Arménie? Est-ce que ça va être, un facteur qui va continuer à alimenter le conflit et l'antagonisme avec l'Azerbaïdjan? Dans tous les cas, imaginez qu'on peut comme ça nettoyer ethniquement un territoire et considérer la question fermée. Généralement, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc la question, les ressentiments, le traumatisme, il persiste et il porte à conséquence dans le temps. Tani voulait dire aussi quelque chose? Oui, pardon. Je voulais juste dire, parce que vous me voyez trafiquer sur mon téléphone, parce que j'ai des informations, peut-être... bon, je prends le parti de vous les diffuser. Donc, des sources non officielles disent qu'il ne reste plus que 5000 personnes au Khalamar. Et mon correspondant m'écrit... Donc, je vous lis le message que j'ai reçu. Je suis allé me brancher avec les chauffeurs d'autobus qui sont partis ce soir à Stepanagel. Certains avaient fait la route hier. Ils disent que des tas de gens attendent encore pour sortir. À l'aller, les Azerbaïdjanais ne veulent qu'un seul chauffeur par autobus. La route est encombrée de quantité de voitures abandonnées par leurs propriétaires, ce que tu as dit tout à l'heure, tombées en panne sèche. C'est pas en panne, c'est en panne sèche, et qui ont laissé tout leur bagage dedans. Stepanagel est dans le noir complet, au moins sur l'itinéraire emprunté par les bus qui ont rejoint pour la plupart la place de la République, et 2 parmi les 50, une école. Le chauffeur m'a raconté que tous les magasins sont vides, il y a des tas de merde partout, excusez-moi. Réfléchissez pourquoi. Il est possible qu'il y ait eu des pillages. En dehors de la place de la République, il n'a vu personne. L'itinéraire ne passait ni devant l'hôpital, ni devant la cathédrale. Donc, il ne sait pas. À part 1 ou 2 jeunes députés, personne n'organisait quoi que ce soit. Pas de flics, rien. Seulement les Russes. Au retour au poste de la Chine, les Azerbaïdjanais sont montés dans le car, ont contrôlé les passeports, ont compté hommes et femmes et enfants. Certains ont passé des bouteilles d'eau par la fenêtre pour les caméras de la presse azerbaïdjanaise. Je me suis branché avec une demi-douzaine de chauffeurs pour qu'ils fassent des vidéos et m'envoient tout ça, évidemment, mais évidemment difficile parce qu'il n'y a pas de réseaux sociaux, donc il n'y a pas d'Internet. Et ailleurs, ce même correspondant m'envoie quelque chose de très dur, mais maintenant que vous nous entendez parler depuis 1h30, vous savez quoi. Il dit, lui, que la décision de vider entièrement la région n'est pas nécessairement le fruit de la peur des gens du Khalamar, parce que ces gens-là sont de cette région. Et moi, je pense que ces gens qui ont la terre sous les pieds, comme on dit, qui sont là depuis des centaines d'années, des milliers d'années, n'auraient pas tous voulu quitter. Autrement dit, n'auraient pas tous quitté leur terre, ou certains auraient sans doute préféré mourir plutôt que de la quitter. Et il dit que c'est le fruit d'une décision politique, mais ne sait pas d'où vient cette décision politique. Donc on peut rester peut-être sur cette expectative. Et d'autre part, il dit, et là aussi autre complexité, il dit que le gouvernement arménien de Yerevan essaye de placer les réfugiés dans le Siounik, donc cette région du sud de l'Arménie, celle qui est le plus étroitement coincée entre les Turcs et les Azeris, vous voyez sur la carte. Évidemment, les gens ne veulent pas. Ils ne veulent pas rester là parce qu'ils savent que si cette fameuse jonction venait à se faire, alors ils sont de nouveau en première ligne. Et puis, il y a peut-être aussi des considérations de politique intérieure, car le Premier ministre, qui tout de même n'a pas joué un petit rôle dans cette suite de catastrophes, craint peut-être aussi, alors cette fois-ci politiquement, l'arrivée massive de ces réfugiés qui ne sont pas subversifs en soi, mais qui sont structurellement peut-être... par la tragédie qui leur arrive, eh bien, une source, là aussi, de déstabilisation. Donc, vous avez ici... moi, je n'en sais pas plus que vous. Je reçois tout ça. Je pense que maintenant, vous avez compris l'image générale et voilà le détail. Donc, encore que des nouvelles questions. En fait... Et ce sera le mot de la fin, Gaëtan, voilà. parce qu'il nous reste 2 minutes. Toute défaite militaire, lorsque vous avez un conflit, que la défaite militaire fait ressortir ce qu'il y a de plus mauvais dans une société, quel que soit le champ, quels que soient les acteurs de cette guerre. Si la guerre s'est arrêtée là, ça ne veut pas dire que la conflictualité s'est arrêtée. Donc c'est peut-être ça qu'il faut garder en tête. Et c'est pour revenir au début de l'intervention, que ce soit Taline, Régis ou Anita, sur la conflictualité permanente de ce Caucase du Sud,
parce que c'est un couloir, parce qu'il est très difficile d'avoir des États souverains forts, stables, avec des frontières reconnues sans être disputées, etc. Donc moi, j'ai plusieurs questions qui restent dans ma tête. D'abord, rien ne dit qu'il n'y aura plus de guerre, rien pour l'instant. C'est à la communauté internationale d'apporter des éléments de réponse. Deuxièmement, rien ne dit du côté de l'Azerbaïdjan qu'ils vont avoir toutes les facilités permises pour aller repeupler la région. Personne n'a envie de vivre là-bas du côté azerbaïdjanais, je pense. Les personnes âgées qui avaient 80 ans en 1990-80 sont mortes aujourd'hui. Ceux qui avaient 50 ans, ils en ont 80 aujourd'hui. Et les jeunes, je pense qu'ils préfèrent les bars et les discothèques de Bakou que la pénurie et je dirais la pauvreté de la région du Haut-Karabakh. Ensuite, rien ne dit que tant qu'il n'y a pas de paix signée, rien ne dit qu'il n'y aura pas à nouveau de la conflictualité. Rien ne dit que, on en parlait avec Tallinn, on se disait mais pourquoi avoir rendu si vite les armes pour 1er janvier 2024 et pourquoi ne pas imaginer un gouvernement en exil du Karabakh? On s'est posé la question. Rien ne dit qu'il n'y aura pas aussi des scènes de guérilla. Il y a peut-être des unités de défense qui ont refusé de rendre les armes et qui vont peut-être se camoufler comme guérilla, comme on peut imaginer des maquis. Et croyez-moi, au Karabakh, y étant allé, des maquis en veux-tu, en voilà, il y en a tant qu'on veut. Régis peut aussi témoigner, il y est allé. Donc, on ne sait pas. Il faut souhaiter la paix. Et la question, et je finirai avec ça, mais quelle paix? Quel type de paix? Je vous renvoie à ce que je vous ai dit il y a à peu près 1 heure. Quel type de paix? Paix de punition? Paix d'inclusion? Je ne sais pas. Merci beaucoup. Notre débat est maintenant terminé, malheureusement, faute de temps. On aimerait bien continuer encore, mais voilà, on espère que vous pourrez continuer, notamment via la lecture des œuvres et des articles de nos panélistes. Merci à tous.